La science est un outil puissant et l'usage qu'on en fait dépend de l'homme. Et c'est là la question. Est-ce vrai que la science, c'est le fait de passer d'un étonnement à un autre, comme a dit Aristote? Est-ce vrai que la science est un ensemble désordonné, paradoxalement, testable et d'erreurs rectifiées, comme a dit Kant Spanville? À l'ère de la pandémie, nous avons tous et toutes constaté que la recherche scientifique est omniprésente dans la vie quotidienne de tous les jours. Elle permet de nous informer sur les mesures à prendre en place. Elle contre la désinformation, surtout sur les réseaux sociaux, et surtout contre des informations erronées ou farfelues. Donc, la recherche scientifique est non seulement contribue à améliorer la qualité de vie, mais aussi le bien-être de l'individu. La recherche scientifique est aussi un moteur de développement économique et social, et même culturel sur tous les plans. C'est ainsi que l'Institut canado-marocain a l'honneur aujourd'hui d'inviter un inventeur marocain persévérant qui a eu une reconnaissance mondiale, qui a obtenu plusieurs prix. Nous allons le découvrir ensemble. Monsieur Rachid Diazami. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de ICR2I, l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité. Oui, bonsoir chez vous, bonjour chez nous, puisqu'on a 12 heures de décalage horaire. Fayrouz, merci pour cette occasion de pouvoir justement dialoguer avec vous et à travers vous avec la communauté marocaine, peut-être au-delà de la communauté marocaine internationale du Québec. C'est un pays, enfin une région que j'aime beaucoup, que j'ai visité très très souvent, dans laquelle j'avais donné pas mal de conférences et dans laquelle ma fille a passé 5 ans de sa vie à McGill. Donc j'ai eu pas mal d'occasion de visiter Montréal. Découvrir le pays années cosmopolite. 2014-2015. Voilà. Le Voilà. pays stable. Et donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Pardon? Oui. Le pays du tout à fait. C'est vrai que voilà, exactement. Donc, entre autres, nous, on a le pays d'Al-Khleh, eux, ils sont le pays le sirop d'érable. Donc, ça, on a chaque pays a ses spécialités, ces choses vraiment qui sont incontournables. Et donc, c'est vrai que, disons que le Québec a une place particulière dans le cœur des Marocains, d'une manière générale, parce qu'il y a une communauté marocaine quand même assez importante. Et j'ai eu justement l'occasion d'avoir été accueilli par la communauté marocaine de Montréal en 2015. Et franchement, c'était une expérience inoubliable. Voilà, donc il y a beaucoup la générosité, l'élan, le sentiment justement d'appartenir en même temps à une culture ou à un pays, mais en même temps être intégré dans la société canadienne d'une manière générale. Donc, c'est comment dirais-je, une communauté qui, d'une manière générale, a très bien réussi et a très, très bien représenté l'image du Maroc à travers le monde. Et vous êtes un physico-chimiste de renommée, capable de créer, d'inventer. Donc, le fait de créer aussi une certaine cohabitation avec d'autres peuples, c'est quelque chose de très évident et pour vous très facile aussi. Donc, vous avez fait une thèse doctorale durant laquelle vous avez fait de nombreuses découvertes pour le développement de batteries rechargeables. Vous avez intégré le CNRS où vous étiez un directeur de la recherche. En parallèle, vous avez visité plusieurs universités, à savoir aux États-Unis, au Japon et à Singapour. En 2007, vous avez créé une entreprise visant à développer des produits commerciaux, donc à partir de vos nombreuses découvertes. En 2011 aussi, vous avez créé une autre entreprise à Singapour dans le sens de toujours faire émerger, pour participer à l'émergence du marché
probablement, et vous allez nous expliquer l'importance de cette entreprise, donc aussi dans le domaine de la recherche et des batteries innovantes. Vous êtes passé de l'inventeur à l'entrepreneur, Monsieur Rachid, les amis. En fait, le fait d'être un chercheur, c'est quelque chose qui vous colle à la peau depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé plus ou moins à m'intéresser à la science d'une manière générale à l'âge de 10 ans, que j'avais commencé à collectionner des roches. Quand j'allais me balader dans la campagne autour de Fès, dans le Moyen Atlas, etc., j'avais tout le temps la tête sur le sol en train de regarder les pierres. Et quand je vois une pierre un peu différente des autres, j'avais un marteau, je la cassais, je regardais ce qu'il y avait dedans. Je la ramenais à la maison et j'essayais avec une petite loupe, avec des petits appareils sur place, c'est-à-dire de savoir si, par exemple, cette roche rayait le verre ou ne rayait pas le verre. Est-ce qu'elle réagit à l'acide chlorhydrique si je mets une goutte d'acide? Enfin bref, des choses comme ça. Et donc, voilà, donc, je m'étais passionné pour la géologie à l'âge de 10 ans et j'avais une très, très grosse collection de roches, de pierres, voilà, des minerais. Et d'ailleurs, je pense que j'avais peut-être 12 ans. J'étais invité chez ma tante à Rabat. Et ma tante, c'est une dame qui était très débrouillarde. Elle connaissait très, très bien l'administration marocaine. Et comme elle savait que j'étais passionné des roches, elle m'a amené justement au centre voilà, de recherche à Rabat sur la géologie. Et donc, elle connaissait pas. Donc, elle est rentrée. Elle a dit est-ce que je peux voir un ingénieur ou un chercheur? Et il y a un monsieur qui est venu nous saluer. Et puis, elle lui a dit écoutez, voilà, mon neveu, il est passionné des pierres, etc. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui donner? Oh, pas de problème. Il était tellement content. Et un quart d'heure après, il est revenu avec une grosse caisse avec vraiment des échantillons des minerais qu'on trouve au Maroc. Donc, si vous voulez, donc il y avait les noms de chaque roche, il y avait les noms. Et puis, moi, j'ai cherché après avec mes professeurs et tout pour savoir telle roche, quels sont les composants, etc. Donc voilà, c'était une curiosité. Voilà. Et donc, quand vous me dites chercheur et entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis devenu, enfin, l'entreprise aussi, je l'ai commencé encore plus jeune que ça. C'est-à-dire que pendant les vacances d'été, qui sont très longues au Maroc, ça commence au mois de juin et ça se termine en octobre. Hein, à l'époque, dans les années 60, on avait 4 mois de vacances d'été, d'accord? Eh bien, les mamans ne veulent pas que les gamins restent à la maison, donc il fallait nous occuper. Et donc, mon père m'avait acheté ce qu'on appelle tabla, une petite table, avec une grille au-dessus, et on met des bonbons, des sucreries, des choses comme ça. Et on s'assoit dans la rue et on vend. Donc, j'étais entrepreneur à l'âge de 7-8 ans. Ouais, absolument, c'est-à-dire que j'allais moi-même faire les courses à Fès. J'allais chez les grossistes, les gens qui vendent les bonbons au kilo, d'accord? Et les paquets de chewing-gum en grands paquets, donc on n'achète pas, ils ne font pas les détails, donc on achète un semi-gros, d'accord? Et donc, j'achetais moi-même ce qu'il fallait, je sais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et tout. Et donc, le vendredi matin, avec la table, le petit truc qui est portable, était rempli et on attendait que les gamins aient, c'est-à-dire ce que les parents donnent le vendredi pour venir acheter les bonbons. Wow. Et donc, je gérais ça. Donc, j'avais même la notion du crédit. D'accord? Donc, il y a des gamins qui disent moi, j'ai plus d'argent jusqu'à vendredi prochain. Est-ce que tu peux me donner un bonbon? Donc, on faisait crédit. Après, il y avait aussi la concurrence parce que je n'étais pas le seul. Donc, il fallait être un peu plus, voilà, offrir plus de services, plus de choses. Voilà. Bon, voilà, donc toutes ces notions-là, on les apprend à très bas âge. Vous avez mentionné, Monsieur Rachid, à maintes reprises l'importance de mettre en place un écosystème qui lie entre le laboratoire scientifique, c'est-à-dire les travaux effectués au sein du labo, et le marché, le lieu de l'exploitation de ces recherches. Donc,
Vous parlez de l'importance aussi de vendre l'idée, de l'exploiter, de la rendre utile et dans le pratico-pratique. Donc, tout à fait. Donc ça, effectivement, il a fallu que je prenne une décision assez, disons, importante dans ma carrière. C'est-à-dire que quand j'étais venu à Singapour, j'étais nommé professeur, full-time professeur à l'université et directeur des programmes de recherche sur l'énergie, d'une manière générale, et le stockage de l'énergie en particulier. Donc, j'étais le directeur des programmes de stockage de l'énergie à Nanyang Technological University à Singapour. C'était une très, très belle position, bien sûr. Et après 7 ans, 8 ans, avec NTU, je me suis rendu compte que j'ai un total, à l'époque, donc en 2018, un total d'à peu près 150 brevets. Et que qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces brevets? J'étais en train d'expliquer en fait que j'avais à prendre une décision assez importante dans ma carrière, à savoir carrément prendre ma retraite par rapport à mon activité à l'université de Nanyang, dans laquelle j'avais une position relativement intéressante et importante, pour pouvoir valoriser les brevets que j'ai. Et donc, je me suis mis, donc j'ai pris ma retraite de l'université et je me suis mis à partir de 2017-2018 à 100% au service de ma compagnie que j'ai fondée à Singapour, qui s'appelle KVI, Kelvin Volta Innovation. Donc, ça, c'est les initiales de Kelvin Volta Innovation à Singapour. Et en particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, avec mon équipe, on a mis au point une nouvelle méthode de charge rapide des batteries. Et comme le marché a besoin de cette technologie, j'ai dit, c'est l'occasion, effectivement, de pousser un peu plus loin le niveau d'avancement de la technologie et éventuellement la commercialiser. Et on est en plein dedans. Là, au moment où je vous parle, on est en plein dedans, en plein ce transfert de technologie entre un laboratoire, c'est-à-dire ma petite start-up, et la production de masse des chargeurs de batteries qui vont être utilisés aussi bien pour les téléphones portables que pour les ordinateurs, que pour les vélos électriques, les scooters électriques, les drones, les voitures électriques, les trains, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Voilà. Plus, bien sûr, le stockage stationnaire de l'énergie solaire, etc. Donc, c'est un créneau dans lequel nous sommes actuellement le leader mondial. On est petit à Singapour, mais nous sommes la seule compagnie au monde qui a la technologie qui permet de charger une batterie au lithium en 10 minutes. On est les seuls. Wow. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres au monde. Donc, évidemment, ça intéresse les géants, c'est-à-dire des compagnies qui pèsent plusieurs dizaines, si ce n'est pas centaines de milliards de dollars. Et on est en train de discuter avec elles ce transfert de technologie. Elles espèrent que d'ici l'année prochaine, il y aura des produits, disons, commercialisés par rapport à ça. Bon, donc voilà, donc c'est un peu ce transfert. Mais attention, le côté chercheur, je ne l'ai pas abandonné. C'est-à-dire qu'en 2021, oui, cette année, j'ai encore 3 brevets que je vais déposer, 3 nouveaux brevets que je vais déposer. Toujours je vais convertir. Sur la batterie, donc, la recherche continue. Toujours sur le domaine des non, batteries? En fait, dans le domaine des batteries, il y a deux aspects, disons, un peu différents. Il y a l'aspect de ce qu'on met à l'intérieur de la batterie, c'est-à-dire les ingrédients qu'on met dans la batterie pour qu'elle puisse avoir les performances de stockage de l'énergie, de charge, etc., et de durée de vie. Et l'autre aspect, c'est la gestion de la batterie, c'est-à-dire tout ce qui est charge, contrôle, etc., pour que la batterie voilà, dure le plus longtemps possible. Et donc là, ce dont je vous parle, là, la charge de la batterie, ça fait partie de la deuxième catégorie de recherche. C'est plus de l'électronique. Ce que je suis en train de faire, c'est surtout de l'électronique et de l'informatique. Voilà. C'est-à-dire réaliser des chargeurs intelligents avec des protocoles que nous avons développés, donc des algorithmes que nous avons développés. Donc, il y a une partie hardware et software qu'on est en train de faire. Et donc, nous sommes actuellement le leader mondial dans ce domaine.
Ok, donc bravo, je vous félicite pour tous vos exploits, vos réalisations. Merci. Et cela me pousse à vous poser cette question. Quel est le secret de votre parcours assez exceptionnel, à part le fait de sortir des sentiers battus, la persévérance, le sérieux, le travail et l'engagement? Mais y a-t-il un petit secret peut-être, quelque part? Vous savez, si vous posez la question à Beethoven ou à Chopin ou aux autres, enfin, les grands musiciens du 19e siècle, pourquoi ils ont fait des œuvres absolument incroyables et qui durent dans le temps, etc., ils ne sauront pas vous expliquer. C'est quelque chose qu'il y a en eux, c'est inné, d'accord? L'aura, Donc, cette recherche du beau, pardon? c'est bien l'aura de l'artiste, l'aura de C'est la... pas, non, c'est pas, c'est quelque chose, c'est une sensibilité particulière. C'est-à-dire que chacun de nous a un spectre de sensibilité, d'accord? Il y en a qui sont plus dans le côté de la créativité scientifique, il y en a plus du côté artistique, il y en a d'autres dans le domaine de l'économie, dans le domaine des finances. Il y a des prix Nobel, regardez la liste des prix Nobel qu'il y a, et il y a des gens qui créent des choses incroyables, chacun dans son domaine. Et c'est très difficile de répondre à la question pourquoi moi je suis plus inventeur que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est très difficile à dire. Cela dit, c'est vrai que il y a d'abord la méthode, c'est-à-dire il y a une base scientifique très solide, d'accord? C'est-à-dire que j'ai quand même un background d'ingénieur, d'accord, en sciences de la matière et en électrochimie. Après, j'ai fait un doctorat, donc j'ai fait de la recherche scientifique sur un domaine bien particulier, etc. Donc, je connais très bien qui a fait quoi, dans quel domaine les choses avancent. Je suis bien sûr les informations, les publications, toutes en continu. Donc, je suis au courant de ce qui se passe nécessairement. Et donc, ça, c'est un background, c'est un bagage qui est indispensable. On ne peut pas improviser la recherche scientifique. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir un background. Il ne faut pas dire des bêtises. Donc, Monsieur Rachid, vous avez mis l'accent sur l'importance d'abord d'avoir un savoir, d'avoir une méthodologie de travail assez particulière. Ce sont comme les ingrédients pour trouver la bonne reformulation de votre invention. Parce que c'est tout comme un cheminement scientifique qui doit passer par plusieurs étapes afin d'obtenir les résultats souhaités. Oui, donc effectivement, il y a le background scientifique qui est indispensable. Et puis maintenant, après, par rapport à l'activité de recherche, il faut déjà sentir ou comprendre quels sont les problèmes qui se posent dans un domaine. D'accord? Quelle est l'attente du public d'une manière générale? Et quand je dis le public, ça peut être juste une curiosité scientifique, c'est-à-dire augmenter le savoir. C'est très important, c'est le rôle de la recherche. Mais aussi voir s'il y a des problèmes de la société, dont la société a besoin de trouver des solutions. Et donc, l'énergie, ça fait partie des grands thèmes. Bien sûr, les besoins en énergie de l'humanité a toujours existé depuis l'homme des tavernes jusqu'à aujourd'hui. On a toujours parlé de la guerre du feu. Voilà, donc on arrive maintenant voilà, à une période de l'histoire où on vit une nouvelle transition, une nouvelle révolution dite énergétique ou liée aussi à l'environnement, dans laquelle on veut abaisser l'utilisation des hydrocarbures qui émettent des gaz à effet de serre, donc ça contribue au réchauffement du climat. Et deuxièmement, introduire justement des énergies renouvelables et de la manière la plus efficace. On a le soleil, on a le vent, on a les marais, on a beaucoup de choses que la nature nous a données, mais qu'on n'a pas exploitées à fond parce que tout simplement on avait abondance des hydrocarbures ou même du nucléaire, etc. Et donc voilà, donc cette transition-là pose un certain nombre de problèmes. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture à combustion, ce qu'on appelle avec un moteur à combustion normal, une voiture à gasoline, d'accord? Eh bien, vous allez à une station d'essence
vous remplissez votre réservoir en moins de 10 minutes et une fois que votre réservoir est plein, vous pouvez rouler pendant 500 km, par exemple. D'accord? Ça dépend des voitures, ça dépend de la manière de conduire, etc. Évidemment, ça, je donne des moyennes. D'accord? 10 minutes pour charger, pour remplir votre réservoir et 500 km d'autonomie. Eh bien, si on veut réussir cette transition énergétique en passant à la voiture électrique, d'accord, ben, il faudrait justement arriver à développer une technologie qui permet d'avoir le même confort, les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut charger les batteries en 10 minutes et une fois que la batterie est chargée, on peut rouler pendant 500 km. D'accord? Donc, c'est ça que l'utilisateur veut avoir. C'est-à-dire que vous voulez bien acheter une voiture électrique, mais à condition qu'elle vous donne les mêmes conditions que la voiture, disons, à combustion interne. Ça, c'est comme assurer le confort, l'utilité de confort. Voilà, donc il faut que ça soit accepté par l'utilisateur final, end user. Et donc, pour que ça soit, voilà, il faudrait arriver à charger la batterie en 10 minutes et avoir une autonomie de 500 km. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'existe pas encore. D'accord? Donc, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la plupart des batteries qui sont dans les voitures, disons, qui vont être commercialisées bientôt, etc., vous donnent une autonomie de 300, 350 km au mieux parce qu'on ne veut pas mettre de grosses quantités de batterie. D'accord? Et deuxièmement, la charge de la batterie totale, les meilleurs chargeurs ne peuvent pas aujourd'hui vous charger au moins d'1 heure. Donc, ce n'est pas pratique. Donc, entre 10 minutes et 1 heure, il y a un facteur 6. D'accord? Et entre 250 ou 300 km et 500 km, il y a presque un facteur 2. Donc, on a encore à développer des technologies qui permettent d'arriver à un véhicule électrique qui soit à l'équivalent, qui a les mêmes performances que la voiture ordinaire qu'on utilise aujourd'hui. Et ça pose des problèmes technologiques. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheur dans ce domaine-là, je me dis, mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'arrive pas à charger les batteries en moins d'1 heure? Pourquoi on n'a pas cette autonomie, etc., des batteries? Et donc, c'est à partir d'un problème qui se pose qu'on commence à réfléchir, à trouver des solutions. Et des fois, on trouve, attention, on peut avoir beaucoup voilà, tu dis, voilà, je vais prendre cette piste-là, ça m'a l'air intéressant, et ça mène nulle part, ça ne marche pas. Et vous recommencez une autre, et ainsi de suite, jusqu'au jour où, voilà, toc, vous tombez sur la bonne solution, et c'est exactement là où on en est aujourd'hui.